L'Alaska, avec ses paysages accidentés et ses vastes étendues sauvages, est connu pour ses nombreuses disparitions mystérieuses. L'un de ces endroits est ce que l'on appelle le triangle de l'Alaska, c'est-à-dire la zone située entre les villes d'anchorage, de Juneau et Barrow. Depuis le début des années 1970, plus de 20 000 personnes ont disparu sans laisser de traces dans cette région. Cette région n'est pas seulement connue pour ses disparitions, mais aussi pour ses rapports d'observation, d'ovnis, de Bigfoot et d'autres phénomènes paranormaux. Certains chercheurs ont établi un lien entre ces événements et d'éventuelles anomalies électromagnétiques, voire des bases souterraines présumées. Malgré les différentes théories, les causes exactes des nombreuses disparitions en Alaska restent lite floues, ajoutant encore plus de mystère à cette région rude et mystérieuse. Dans cet épisode, vous découvrirez 2 histoires de disparitions mystérieuses dont les réponses restent encore cachées. Le 16 octobre 1972, un petit avion Cessna 310 a décollé d'Anchorage, en Alaska. Sa destination finale était la ville de Juneau, où le groupe se rendait pour assister à un événement politique important. À bord, 4 personnes. Hale Boggs, chef de la majorité, à la Chambre des représentants des États-Unis, Nick Begich, membre du Congrès de l'Alaska, leur assistant, Russell Brown, et le pilote, Don Jones. Ce jour-là, les conditions météorologiques sont loin d'être idéales. Le ciel était couvert, le vent se levait et les prévisions annonçaient un risque de neige. Malgré tout, le vol a été autorisé. Les hommes de politique se sont précipités vers Juneau, où M. Begich devait s'adresser aux électeurs. Pour lui, ce voyage est un élément important de sa campagne de réélection. L'avion a décollé à 9 heures, mais n'est jamais arrivé à destination. Après le décollage, l'avion a suivi la route aérienne V317, qui longe la côte de l'Alaska. Cette route était l'une des plus sûres pour les petits avions, car ses limites étaient bien connues. Des pilotes et des points de repère se trouvaient lents le long de la route. Don Jones, le pilote du Cessna 310, est un pilote expérimenté. Il a déjà volé par mauvais temps à de nombreuses reprises. Hale Boggs et Nick Begich sont à bord et discutent de la réunion à venir, tandis que Russell Brown prend des notes. Le vol se déroule bien jusqu'à ce que les conditions météorologiques commencent à se dégrader. 1 heure après le décollage, une neige abondante s'était mise à tomber. La visibilité a chuté de façon spectaculaire et le vent s'est intensifié. Le dernier signal radio de l'avion a été reçu à 10h15. Par la suite, la communication avec l'avion a été coupée. Lorsque l'avion n'est pas arrivé à Juneau à l'heure prévue, les dispatchers ont tenté de contacter le pilote, mais n'ont reçu aucune réponse. Plusieurs heures plus tard, les recherches ont commencé. Les répartiteurs ont transmis l'information aux services de recherche et de sauvetage. De tels incidents ne sont pas rares en Alaska. La faune, les conditions difficiles et les vastes distances créent un terrain propice aux incidents. Toutefois, ce cas est particulièrement troublant car des personnalités politiques importantes se trouvaient à bord. L'opération de recherche et de sauvetage a débuté rapidement. Des équipes de recherche, comprenant des hélicoptères des gardes-côtes et de l'armée de l'air, ont commencé à passer au peigne fin l'itinéraire prévu pour l'avion. Mais la tâche était ardue. Le temps restait mauvais et la zone à fouiller était vaste. Les équipes au sol et dans les airs ont vérifié la route du V317, les zones forestières, les zones montagneuses et la côte de la baie du Prince William. Des plongeurs ont exploré les eaux côtières, mais aucun débris d'avion n'a été trouvé. Chaque jour de recherche a apporté son lot d'espoir, mais aussi de déception. Les pilotes ont raconté que le vent balançait leur avion d'un côté à l'autre
et qu'une épaisse couche de neige masquait tout signe éventuel de crash. D'étranges rapports sont apparus au cours des recherches. Un habitant de la région a déclaré avoir vu un petit avion voler à basse altitude au-dessus des arbres le jour de la disparition. Il a également entendu un bruit fort qui ressemblait à une panne de moteur. Cette information n'a toutefois pas pu être confirmée. Un bout de papier ressemblant à des documents qui auraient pu appartenir aux passagers a été trouvé à un autre endroit, mais les experts n'ont pas pu prouver qu'il était lié à la disparition du Cessna 310. Chaque découverte semble pouvoir faire la lumière sur ce qui s'est passé, mais rien de concret n'émerge. Lorsque les recherches de l'avion Cessna 310 ont échoué, différentes théories ont commencé à émerger sur ce qui avait pu se passer. La première, et la plus évidente, est liée à des conditions météorologiques défavorables. Le jour du vol, des vents violents soufflaient sur l'Alaska et la visibilité était minimale en raison d'une épaisse couverture nuageuse et de chutes de neige. De nombreux experts pensent que l'avion a pu être confronté à du givre. Ce phénomène est dangereux pour les petits avions, car la glace alourdit les ailes et réduit la maniabilité de l'appareil. Le givre aurait pu endommager le moteur ou détériorer l'aérodynamique de l'avion, entraînant un crash. La seconde théorie envisage une défaillance technique de l'avion. Bien que le Cessna 310 soit considéré comme un modèle fiable, rien n'exclut la possibilité d'une panne soudaine du moteur, d'un problème du système de carburant ou d'un problème de l'équipement de navigation. Chacune de ces défaillances aurait pu être fatale dans des conditions de faible visibilité. Cependant, l'absence d'épave de l'avion n'a pas permis de confirmer ou d'infirmer cette hypothèse. Certains ont avancé la version de l'erreur humaine. Malgré l'expérience du pilote Don Jones, des conditions stressantes telles que des turbulences et une visibilité réduite auraient bien pu conduire à l'erreur. En Alaska, où le paysage était composé de montagnes, de glaciers et de forêts, le moindre écart de trajectoire peut être mortel. Il est possible que le pilote ait pris une mauvaise décision en essayant d'éviter le mauvais temps, ce qui a conduit à l'accident. Une théorie plus inhabituelle est liée aux activités politiques de Hal Boggs. À l'époque, il était membre de la commission Warren, qui enquêtait sur l'assassinat du président John F. Kennedy. Boggs a publiquement exprimé des doutes sur les conclusions de la commission, ce qui a donné lieu à de nombreuses spéculations. Certains ont émis l'hypothèse que la disparition de l'avion avait peut-être été planifiée pour le faire taire. Bien que cette théorie semble sortir d'un roman d'espionnage, sa popularité confirme à quel point les gens ont tendance à chercher des arrière-pensées dans les événements inexpliqués. Enfin, il y a aussi eu des spéculations fantastiques. L'Alaska est connu pour ses légendes de forces mystérieuses et de phénomènes anormaux. Certains ont affirmé que l'avion serait tombé dans une sorte d'anomalie, disparaissant dans une zone connue sous le nom de Triangle de l'Alaska. Bien que ces théories ne reposent sur aucune preuve scientifique, elles accentuent le halo mystique qui entoure la tragédie. Toutes ces théories, des conditions météorologiques aux des théories du complot, ajoutent au caractère mystique de la disparition de l'avion. Mais l'absence de preuves fait de chacune d'entre elles une simple spéculation non étayée par des faits. Le mystère reste entier et les réponses au sort de Hal Boggs, Nick Begich et de leurs compagnons resteront peut-être à jamais cachés dans la rude nature de l'Alaska. Le mystère de la disparition du Cessna 310, transportant Hal Boggs, Nick Begich et leurs compagnons, reste l'une des pages les plus énigmatiques de l'histoire de l'aviation. Malgré des décennies de recherches et de théories, aucun débris ni aucune trace des passagers n'ont jamais été retrouvés. La nature de l'Alaska, avec ses vastes forêts, ses glaciers et ses conditions difficiles, semble avoir effacé toute trace de cet événement tragique. Peut-être ce grand mystère
restera-t-il à jamais caché dans l'étreinte froide de l'État du Nord, nous laissant nous demander ce qui s'est passé en ce jour fatidique du 16 octobre 1972. Gary Frank Sotterden était ce que l'on a souvent appelé un véritable aventurier. Né et élevé à New York, il s'est senti très tôt attiré par la nature sauvage. Gary adorait lire des histoires sur la vie des pionniers et, un jour, il décida qu'il devait vivre par lui-même ce qu'il n'avait fait que lire. À l'âge de 25 ans, au milieu des années 1970, il s'est rendu dans l'un des endroits les plus sauvages et les plus inexplorés du monde, l'Alaska. Son objectif était de chasser et de se tester dans un environnement qui ne pardonnait pas les erreurs. Gary était bien préparé. Il avait soigneusement étudié les cartes, fait le plein de matériel et passé des mois à s'entraîner avant le voyage. Mais malgré son expérience et ses connaissances, la nature de l'Alaska s'est avérée plus forte. Avant son expédition, Gary a annoncé à ses amis qu'il allait chasser dans la région de la rivière Porcupine, au nord-est de l'Alaska. Cette région est connue pour son isolement, ses conditions difficiles et l'abondance de sa faune. Pour Gary, c'était l'endroit idéal, calme, isolé et plein de défis. Il a emporté tout ce dont il avait besoin. Un fusil de chasse, une tente solide, des vêtements chauds, des rations sèches et une carte. Avant de partir, il a dit à sa famille qu'il prévoyait de revenir dans 15 jours et qu'il les contacterait dès qu'il serait à portée. Ce qu'il ne savait pas, cependant, c'est que son voyage s'achèverait bien plus tôt. Dans les premières lettres envoyées depuis la petite ville du sud de l'Alaska, Gary écrit que tout se passe comme prévu. Il raconte comment il a atteint la rivière Porcupine, installé son campement et commencé à explorer. La faune et la flore l'impressionnent. D'immenses forêts, des prairies à perte de vue et des troupeaux d'élands qu'il aperçoit à l'aube. Dans ses notes, il mentionne que la région est peuplée de grizzlies. Malgré cela, il se sent en confiance. Gary savait comment se comporter en présence de prédateurs. Il portait un fusil de chasse et respectait toutes les règles de sécurité. Le dernier contact de Gary s'est fait par radio. Il a signalé qu'il s'enfonçait dans les bois pour tenter sa chance à la chasse à l'élan. C'était le 12 septembre 1970. La date exacte reste inconnue. Après cela, la communication s'est interrompue. Gary n'étant pas rentré à la maison le jour prévu, sa famille s'est inquiétée. Après une semaine sans nouvelles, ils ont contacté les autorités locales et une opération de recherche et de sauvetage a été organisée. Les recherches ont duré près d'1 mois. Des équipes de secours, comprenant des chasseurs locaux, ont parcouru les bois le long de la rivière Porcupine. Ils ont trouvé son camp, qui semblait abandonné. Un fusil gisait à proximité, mais Gary lui-même avait disparu. L'un des sauveteurs a remarqué d'étranges traces qui s'éloignaient du camp en direction de la rivière. Elles se sont interrompues sur la berge et aucun effort n'a permis de les retrouver. À l'époque, de nombreuses personnes ont émis l'hypothèse que Gary s'était peut-être noyé en essayant de traverser la rivière ou qu'il avait été victime de l'attaque d'un animal sauvage. Cependant, l'absence de signes de lutte ou de sang rendait ces théories douteuses. Après la fin officielle des recherches dans les années 1970, le nom de Gary Frank Sotterden revient souvent dans les conversations des habitants et des chasseurs qui visitent la région de la rivière Porcupine. Pour eux, il est devenu une sorte de légende locale. Ils parlaient d'un jeune homme enthousiaste qui avait osé défier la nature sauvage de l'Alaska, mais qui n'avait pas réussi à la conquérir. La famille de Gary, qui vivait à New York, n'a jamais perdu espoir. Ils ont écrit des lettres aux autorités locales, ont essayé d'organiser des recherches privées, ont fait appel à des guides locaux pour qu'ils cherchent peut-être dans des zones moins connues. Mais rien de nouveau n'a été trouvé.
Au fil du temps, l'histoire s'est enrichie de rumeurs et de spéculations. Certains pensaient que Gary avait pu s'évanouir dans les bois, peut-être à la suite d'une blessure ou d'une maladie, et que son corps avait simplement disparu avec le temps, en raison de la nature hostile. D'autres pensent qu'il a pu rencontrer des braconniers ou des chercheurs d'or illégaux qui ont pu effacer toute trace de sa présence. La théorie de l'attaque d'ours a gagné en popularité. Cette région de l'Alaska était connue pour sa forte activité de grizzly. Les ours pouvaient être particulièrement agressifs à cette époque en raison de la saison de reproduction ou de la recherche de nourriture avant l'arrivée de l'hiver. Les personnes qui se sont rendues dans la région ont rapporté que ces énormes prédateurs pouvaient parfois être vus en train de patrouiller sur les rives de la rivière à la recherche de saumon. Si Gary se trouvait sur leur chemin, il avait peu de chances de s'en sortir. Dans le même temps, l'absence de preuves concrètes a suscité des doutes. Beaucoup s'interrogent. S'il s'agit d'une attaque d'ours, pourquoi le fusil de Gary est-il resté intact dans son campement? Pourquoi n'y avait-il aucun signe de lutte? Peut-être n'a-t-il pas eu le temps de courir vers son fusil? Ou bien tout s'est-il passé si vite qu'il ne s'est même pas rendu compte qu'il était attaqué? D'autres témoignages font état de découvertes étranges faites par des habitants de la région. Certains prétendaient que quelques années après sa disparition, quelqu'un avait trouvé des bouts de tissu ou des pièces d'équipement qui auraient pu appartenir à Gary. Mais ces rumeurs n'ont pas été confirmées. D'année en année, la famille Soterden perdait de plus en plus l'espoir d'une issue heureuse. Les parents de Gary sont morts avant de savoir ce qui était arrivé à leur fils. Il ne restait plus que son frère et sa sœur, qui continuaient à croire qu'un jour, la réponse serait trouvée. Ce mystère a également affecté ceux qui ont visité ces lieux. De nombreux chasseurs ont déclaré avoir ressenti un malaise inexplicable en traversant les forêts proches de la rivière Porcupine. Certains affirment entendre des sons étranges ou voir des ombres dans les arbres, comme si la nature elle-même avait laissé des traces de la tragédie dans sa mémoire. Ce mystère, qui dure depuis des décennies, est devenu non seulement une tragédie personnelle pour la famille Soterden, mais aussi un élément de l'histoire de l'Alaska. Cette affaire a rappelé à tous que même les personnes les mieux préparées peuvent être confrontées au côté imprévisible et cruel de la nature sauvage. Plus de 20 ans plus tard, en 1997, un chasseur explorant la région de la rivière Porcupine a fait une étrange découverte. Il a découvert un crâne humain sur la berge de la rivière. Apparemment, les restes étaient là depuis de nombreuses années. Le crâne se trouvait parmi les rochers, partiellement caché par la végétation. Le chasseur a signalé sa découverte à la police et les restes ont été envoyés pour examen. Mais dans les années 1990, les techniques d'identification étaient longtemps limitées et l'identité de la personne n'a pas pu être établie. Le crâne était resté dans les archives des restes non identifiés en Alaska. En 2022, près de 50 ans après la disparition de Gary, des scientifiques ont utilisé des techniques modernes d'analyse de l'ADN pour tenter d'établir l'identité du crâne retrouvé. En comparant l'ADN avec des échantillons prélevés sur des membres de la famille de Gary Soterden, ils ont confirmé que les restes appartenaient bien à ce dernier. Les experts ont également émis l'hypothèse que Gary aurait pu être victime d'une attaque d'ours. Des marques caractéristiques de morsures de grizzly ont été retrouvées sur son crâne. Il est probable qu'il ait rencontré un ours dans les bois et que ce soit la cause de sa mort. La découverte de 2022 a été un choc pour la famille Soterden. Bien qu'ils aient finalement découvert ce qui était arrivé à Gary, cela n'a pas apporté un réconfort total. Sa sœur a déclaré lors d'une interview « Nous avons attendu si longtemps des réponses et maintenant, elles sont là. Mais la douleur de la perte n'en est pas moins grande pour autant. »
l'histoire de Gary Frank Southern nous rappelle à quel point la nature de l'Alaska est dangereuse et imprévisible. Même pour les chasseurs et les randonneurs expérimentés, la nature sauvage peut représenter un défi mortel. Gary Frank Southern s'est rendu en Alaska avec le rêve de se mettre à l'épreuve et de voir la vraie nature sauvage. Son histoire nous rappelle tragiquement que même un homme bien entraîné peut être impuissant face à la puissance de la nature. Le mystère de sa disparition, qui dure depuis des décennies, a enfin été résolu, mais des questions subsistent. Comment la rencontre avec l'ours s'est-elle produite exactement? Pourquoi ces restes ont-ils été retrouvés si loin du camp? Les réponses ne seront peut-être jamais connues, cachées dans les forêts de l'Alaska. C'est tout. Mettez des likes, écrivez des commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer de nouvelles histoires. Merci d'être avec nous et rendez-vous dans les prochains épisodes.